Et voici la vidéo règle de Magic Maids, un jeu de labyrinthe survolté en coopération pour 1 à 8 joueurs. Effectivement, on peut jouer en solo et on peut jouer jusqu'à 8, voire jusqu'à 9 avec une petite variante. C'est un jeu de Casper Lap, édité chez Sit Down. Au niveau matériel, tout d'abord un ensemble de grandes tuiles de labyrinthe qui nous serviront à construire les différents labyrinthes qu'on fera lors des différents scénarios, car effectivement le jeu se joue en scénario et ces tuiles sont numérotées en bas à droite avec des chiffres allant de 1 jusqu'à 24. Pour le scénario d'initiation et apprendre à jouer, vous allez prendre toutes les tuiles de 1 à 9 et les autres seront remises dans la boîte. Vous placerez ensuite la tuile 1 au milieu de la table. Alors attention, elle a deux faces, un A et un B. Vous allez la placer pour le scénario d'initiation sur le 1A. Et ensuite, toutes les autres tuiles de 2 à 9, vous allez correctement les mélanger avant de les disposer en tas face cachée. Nous avons ensuite 4 pions qui représentent les 4 aventuriers avec lesquels nous allons jouer. Un barbare en jaune avec un symbole épée, une magicienne en violet avec un symbole de potion, un elfe avec un symbole d'arc, et enfin un nain avec un symbole de hache en orange. On va donc toujours prendre ces 4 pions, quel que soit le nombre de joueurs, car effectivement ils ne seront pas attribués chacun à quelqu'un, mais pourront être manipulés par tout le monde. On va les disposer sur les 4 cases centrales de la tuile 1A qu'on a placée au milieu de la table. Nous avons ensuite un ensemble de jetons hors service qu'on va disposer à côté du plateau de jeu, puis nous avons une tuile spéciale recto verso avec A d'un côté et B de l'autre. On va la laisser pour l'instant sur la face A et la disposer aussi sur un coin de table. Ensuite, nous avons un gros pion comme ceci en bois, qu'on va aussi disposer pas loin des joueurs. Et enfin, un sablier spécial qui dure 3 minutes, donc c'est un sablier classique, qu'on va aussi disposer à côté du plateau de jeu. Il ne nous reste plus alors que 2 paquets de tuiles, un petit paquet comme ceci et 3 qui ne servira que pour le jeu en solo, donc là je vais vous montrer comment on joue à plusieurs, donc on peut le remettre dans la boîte. Et les autres tuiles, il y a des petits chiffres qui sont indiqués en bas à droite. Alors attention, certaines de ces tuiles sont recto verso, donc parfois il vous faudra chercher les chiffres correspondants, car effectivement nous allons prendre toutes les tuiles correspondant au nombre de joueurs. Donc imaginons que l'on joue à 3, eh bien on va sélectionner les 3 tuiles, il y en aura autant que de joueurs, qui ont le chiffre 3 d'indiqué dessus. Vous attribuerez ensuite au hasard à chaque joueur une de ces tuiles qu'il va pouvoir, comme ceci, disposer devant lui. Alors attention, il y a une flèche avec le nord d'indiqué, il faudra que chaque joueur laisse bien sa tuile dans la même orientation que le nord qui est placé sur la case de départ. Donc là, ce joueur-là laisse cette tuile-là devant lui comme ceci, lui comme ceci, et lui comme cela. Ceci étant fait, nous sommes prêts à commencer le scénario d'initiation, mais quel est donc le but du jeu? Eh bien, toujours dans Magic Maids, nous sommes un groupe d'aventuriers qui nous sommes fait dérober tous nos biens, et nous avons décidé, comme nous n'avons même plus un copec pour nous racheter de l'équipement, d'aller au centre commercial du coin pour tenter de revoler nos équipements. On va donc se dissimuler des vigiles, tenter de voler les objets qui correspondent à chacun d'entre nous avant de tous partir en même temps vers la sortie et de s'échapper du centre. Mais tout cela, évidemment, en temps limité et le plus rapidement possible. Si nous y arrivons tous ensemble, nous vaincrons et nous gagnerons la partie tous ensemble, mais si jamais le temps s'écoule, nous aurons tous perdu. Alors, dans un premier temps, il va falloir que l'on explore le centre commercial avec les pions de façon à faire apparaître pratiquement toutes les tuiles du jeu, car effectivement, chaque pion va devoir essayer de trouver l'objet lui correspondant. Le barbare devra trouver l'épée, le nain devra trouver la hache, l'elfe devra trouver l'arc, et la magicienne devra trouver la potion.
Cependant, les pions n'appartiennent pas à un joueur en particulier, mais n'importe qui pourra bouger n'importe quel pion, à condition de respecter la petite tuile qu'on nous a distribuée. Effectivement, chaque joueur va être limité à ne faire que les actions disponibles sur sa tuile. Il va donc falloir jouer en coopération pour savoir qui a le droit de faire quoi, et tout ça va se jouer en temps réel, c'est-à-dire que tout le monde va jouer en même temps en essayant de ne faire que ses actions, et en plus de ça, normalement, il y aura un problème de communication, nous n'aurons pas le droit de discuter les uns avec les autres, car nous sommes des voleurs et on doit se faire discret. Mais pour la partie d'initiation, vous pouvez décider de jouer sans cette règle, et de discuter quand même au fur et à mesure du jeu. Alors, qu'est-ce que chaque joueur va pouvoir faire en fonction des symboles qu'il a devant lui? Si vous avez la flèche vers le nord, c'est pour ça qu'il faudra bien orienter les tuiles de la même façon pour ne pas se tromper, eh bien ça voudra dire que ce joueur-là aura le droit, pendant toute la durée de la partie, de faire monter les pions vers le nord d'autant de cases que nécessaire. Donc là, si il est ici et que je décide de jouer le jaune, je peux très bien l'amener jusqu'au bout, ou bien l'amener jusqu'à l'endroit que je veux. Par contre, si je n'ai pas d'autres flèches que ça, eh bien je ne pourrai pas les faire progresser dans d'autres directions que celle-ci. Effectivement, peut-être qu'un autre joueur aura descendre les pions, un autre aura à droite, un autre aura à gauche. Ensuite, nous avons aussi la possibilité d'utiliser les escalators qui se trouvent dessinés sur le jeu. Évidemment, il y a aussi des petits murs et on ne pourra pas les traverser, donc il faudra bien faire attention. Si un pion se trouve en bas ou en haut d'un escalator, le joueur qui a ce symbole devant lui aura tout simplement le droit de faire passer un personnage d'en haut ou d'en bas de l'escalator, comme il le souhaite. Nous avons ensuite l'action Vortex. Le Vortex permettra au joueur qui a ce symbole devant lui de prendre n'importe quel pion pour l'amener sur un vortex de la couleur correspondante. Donc par exemple, il pourra décider de prendre le jeton de l'elfe pour l'amener directement sur le vortex elfe qui se trouve à cet endroit-là. C'est toujours dans ce sens-là, attention par contre de prendre un pion pour le faire arriver sur n'importe quel vortex présent sur le jeu, même s'il est sur une tuile différente. En revanche, si un personnage se trouve déjà sur un vortex, eh bien on ne pourra rien faire. Enfin, nous avons la tuile Exploration, et pour explorer, il faudra amener tout d'abord un pion sur l'endroit d'exploration correspondant à sa couleur. Par exemple, si on arrive à emmener le barbare sur la petite loupe jaune qui se trouve à cet endroit-là avec le symbole d'épée, eh bien le joueur qui a cette tuile, enfin ce symbole devant lui, aura le droit de piocher la tuile qui se trouve sur le dessus du paquet qu'on a préparé et de l'orienter de façon à placer la petite flèche blanche. Sur chaque tuile, il y a toujours une petite flèche blanche qui est une flèche d'arrivée. De mettre cette petite flèche blanche en face de l'endroit où le personnage vient d'explorer. Donc comme ceci, par exemple. Alors attention, c'est toujours cette flèche blanche que l'on place lorsqu'il y a une action explorée. Il ne faudra pas mettre jaune sur jaune, ce qui arrive assez souvent sur les premières parties. Donc toujours flèche blanche dès qu'on découvre une nouvelle tuile. Alors, petite précision sur les déplacements, les pions des joueurs gênent les autres pions, donc on ne pourra jamais traverser ou s'arrêter sur une case qui est occupée par un autre joueur. Si par exemple je veux amener le jaune jusqu'en haut, et bien malheureusement les deux autres pions bloquent. Il faudra donc tout d'abord qu'un autre joueur, avec l'action par exemple aller à gauche, déplace les deux pions comme ceci, pour que ensuite je puisse déplacer mon pion jaune jusque là. Il va falloir donc se coordonner avec les autres joueurs. Alors, en fonction du nombre de joueurs, nous avons vu que nous avons distribué des petites tuiles qui présentent plusieurs symboles. Donc là, par exemple, à 3 joueurs, eh bien, ce joueur-là pourra faire avancer les personnages vers le nord et vers la droite. Celui-ci aura le droit de faire à la fois les escalators, les explorations et les descentes vers le sud. Et ce joueur-là pourra bouger les pions vers la gauche et pourra utiliser les vortex. Et alors, en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir différents symboles. Évidemment, si on joue à 2, on en a plus, et si vous jouez à nombreux, bien vous aurez certainement qu'un seul symbole devant vous. Vous pouvez éventuellement avoir 2 fois le même symbole en fonction du nombre de joueurs aussi, c'est-à-dire que les 2 joueurs pourront réaliser le même genre d'action.
Alors attention, le jeu va se dérouler en temps réel et nous n'avons que 3 minutes pour avancer et essayer de faire arriver nos personnages sur les bonnes cases. C'est un peu court, c'est pourquoi sur le jeu il y a parfois des petites cases avec un sablier. Si on parvient à emmener n'importe quel pion, quelle que soit sa couleur, sur un sablier, dès qu'il arrivera sur le sablier, immédiatement il faudra retourner le sablier. Mais attention, il faut retourner le sablier avant qu'il arrive au bout. Si jamais le sablier se vide, nous perdons directement la partie. Et il faudra mieux faire cette action au moment où il y a presque plus de sable dans le sablier, histoire de regagner presque 3 minutes. Car effectivement, si jamais par erreur un joueur avance sur une telle case et retourne le sablier alors qu'il nous restait beaucoup de temps, eh bien du coup ça va être très pénalisant pour le groupe puisqu'il va nous rester très peu de temps. Donc essayez de bien vous coordonner pour vous placer à cet endroit-là au bon moment. Et dès qu'on a retourné le sablier, nous prendrons sur le côté un petit jeton hors service pour le disposer sur ce sablier et sous le pion du personnage qui vient de s'y rendre pour montrer que nous ne pourrons plus utiliser cette capacité sablier de cette case-là. Il faudra donc découvrir d'autres sabliers dans le centre commercial pour avoir le droit de nous redonner des minutes supplémentaires afin de gagner la partie. Alors, avant de lancer le sablier et de commencer la partie proprement dite, nous avons quand même le droit, avant de débuter, de discuter un petit peu de la stratégie à adopter, car effectivement, il va surtout falloir qu'on explore au début un maximum avant d'envoyer nos pions sur les différentes cases correspondant à leur couleur. Il faut donc explorer au maximum le centre pour trouver les objets, mais aussi trouver la sortie par laquelle il nous faudra sortir. Lors de ce scénario d'initiation, nous devrons tous sortir par la même sortie, alors qu'ensuite, en mode normal, chaque personnage devra partir sur une sortie particulière. Sur cette tuile de départ, nous avons donc 4 endroits d'exploration correspondant aux couleurs des 4 personnages. Il va donc falloir essayer d'amener le plus rapidement possible les 4 personnages sur les 4 symboles d'exploration pour pouvoir faire arriver 4 nouvelles tuiles en jeu. Et donc on va pouvoir discuter de ce qu'il va falloir faire. Donc le jaune va devoir essayer d'aller là, le violet devra aller là, le orange ici et le vert là. Comme on les a disposés au hasard sur ces 4 cases de départ, eh bien peut-être qu'ils vont se gêner les uns les autres et qu'on peut prévoir un petit peu à l'avance ce qu'on désire faire sur ce premier plateau. Lorsqu'on pense être prêt, eh bien c'est parti, on retourne le sablier et tout le monde peut jouer en même temps. Alors ce joueur-là, vite, il baisse celui-là ici, celui-là il était coordonné avec lui, donc vite il amène là. Pendant ce temps, les autres joueurs, celui-ci, il peut par exemple monter le pion orange, et puis ensuite, comme il a le droit d'aller à droite, il l'emmène à droite. Ça fait déjà 2 qui peuvent faire une exploration. Ce joueur-là, c'est lui qui a l'exploration, donc vite il tire une tuile sur le dessus, et il place la tuile avec la flèche devant le pion jaune, et puis comme l'autre est là, il peut aussi le faire pour celui-là, il tire une autre tuile et il place aussi la flèche devant ce personnage. Pendant ce temps, les autres font aussi avancer leur pion. Donc il y en a un qui, celui-là, a décidé de faire avancer le violet ici, et puis hop, le violet avance là. Et puis hop, ce joueur-là, qui a donc l'exploration, place encore une nouvelle tuile. Et à partir du moment où une nouvelle tuile est posée, n'importe quel joueur peut passer par là, ce ne sera pas forcément le pion violet qui pourra se rendre sur cette tuile, n'importe qui peut le suivre. Donc là, le joueur peut décider de le faire avancer là, car il y a encore une exploration violette ici, c'est donc un pion violet qui doit y aller. Alors que sur cette nouvelle tuile, il faudra aller explorer avec un personnage orange ici. Le joueur jaune pourra aller là, et le vert pourra être amené ici, mais peut-être qu'il faudrait mieux qu'il aille ici. Enfin après, ça dépend voilà, des tactiques, on peut décider de la stratégie pour savoir quelle tuile faire apparaître en premier. Alors évidemment, on fera aussi apparaître les endroits où doivent se rendre les personnages. Donc là, le barbare devra se rendre sur cette case-là pour pouvoir voler. Mais il faudra emmener en même temps tous les pions, chacun sur leur symbole, pour qu'on considère qu'ils aient volé leurs objets. Effectivement, ils voleront simultanément, tous ensemble, leurs objets. Donc là, inutile de l'emmener trop rapidement ici, car il va falloir qu'on continue l'exploration de façon à ce que chacun trouve l'objet qu'il doit voler, tout d'abord. Évidemment, il faudra bien surveiller le temps, donc là on voit qu'il en reste plus beaucoup. Vite, on pourra dire à ce joueur qui peut amener un pion à gauche, vite, emmène ce pion-là, oui, je l'emmène ici, je retourne le sablier, vite, rapidement, je mets un symbole pour indiquer qu'on ne peut plus utiliser cette tuile, et puis vite, on poursuit le jeu, on n'arrête jamais le sablier, donc on se dépêche, et c'est le stress qui va peut-être nous faire perdre.
Alors n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les vortex pour gagner du temps. Par exemple, le joueur vert, il a exploré déjà ici, maintenant il faudrait qu'il aille explorer ici, donc, enfin le pion vert, hein, parce que ce n'est pas un joueur en particulier. Donc là, le joueur qui a le vortex pourrait dire, ah bah tiens, je le fais apparaître directement sur ce vortex-là, comme ça va être ensuite plus facile pour les autres joueurs de petit à petit l'amener jusqu'à cet endroit-là, et puis refaire une nouvelle exploration, hop, qui constitue petit à petit le labyrinthe. Alors, dans ce premier scénario, il n'y aura qu'une seule sortie pour tous les joueurs, ce sera la sortie violette qui est représentée sur cette tuile. Mais on ne peut pas l'utiliser tant qu'on n'a pas volé les objets, donc il faudra vite continuer et essayer de gagner du temps en n'oubliant pas d'aller sur les sabliers de temps en temps. Alors, pour l'exploration, parfois on va placer des tuiles qui vont faire qu'il y a des fermetures, donc attention, là on ne peut pas passer de cette case-là à cette case-là car il y a un mur, mais par contre, si par exemple je suis ici et que je fais apparaître cette tuile-là, on met bien la flèche en face du pion, et ça va constituer une autre sortie, donc ensuite n'importe quel pion pourra passer par cet endroit-là. Alors attention, hein, le joueur qui a le vortex, il faut qu'il pense à l'utiliser. Une fois qu'on a trouvé tous les objets, il va falloir rapidement emmener chaque pion sur l'endroit correspondant à sa couleur. Donc par exemple, le orange, enfin le violet doit se rendre sur la case qui est ici. Donc là c'est bon, il n'est pas très loin, il n'y a peut-être pas besoin de l'emmener. Le orange doit aller sur cette case-là. Donc là, bah, il est un peu coincé, mais il n'est pas très loin, donc il n'y a pas de problème. Par contre, le jaune, il va falloir qu'il se rende ici. Comme il est là, hop, utiliser le vortex pour l'emmener jusque-là, ça va lui faire gagner du temps, car il n'aura plus que ça à réaliser comme mouvement. Donc une fois qu'on a réussi à emmener chaque pion sur sa case, imaginons que ça soit comme ça, on est obligé d'attendre en fait que tous les pions arrivent, et dès que le dernier pion arrive sur la case de sa couleur, le premier objectif est atteint, et on va retourner cette tuile qui nous indique que maintenant tous les personnages doivent s'enfuir. Malheureusement, vous aurez peut-être remarqué ce petit symbole qui nous indique qu'à partir de là, les vortex ne fonctionnent plus. Il faudra donc faire progresser les personnages normalement en utilisant les escalators et en avançant dans les couloirs. Dès qu'un pion, hop, il utilise l'escalator, il est amené sur cette case. Dès qu'un pion arrive sur la case de sortie, tout de suite, on va le placer sur ce petit plateau individuel, montrant que c'est bon, il est déjà arrivé. Vite, les autres joueurs se dépêchent de faire arriver les suivants. Et tout ceci dans le temps du sablier. Et attention, si jamais le sablier n'a plus de sable à un moment donné, nous aurons perdu la partie. Attention, sur ce scénario, nous n'avons que 4 cases qui feront apparaître des sabliers, et donc nous aurons au maximum 3 x 4, 12 minutes pour sortir du centre commercial, ce qui est très très court, croyez-moi, sur les premières parties. Alors une fois cette première partie de découverte effectuée, qui vous permettra de bien comprendre les règles pour chaque joueur, eh bien nous allons pouvoir refaire la partie, mais cette fois-ci avec les vraies règles, c'est-à-dire sans communication. À partir du moment où le sablier sera lancé, les joueurs n'auront plus le droit de dire un seul mot, ni de faire de bruit, ni de faire de gestes. Et donc, voilà, chacun se débrouille et essaye de faire ce qui correspond à ce qui lui a été attribué avec ces tuiles. Les deux seules choses qui vous seront autorisées, ce sera de regarder fixement un joueur. Et la deuxième, ce sera de lui donner le pion fait quelque chose. Pour essayer de lui faire comprendre. Mais par contre, on ne dit rien. Et on fait que regarder fixement ou déplacer ce pion. Alors peut-être qu'il ne va pas comprendre, il peut très bien le donner à un autre joueur pour lui dire de faire quelque chose avant, etc. Donc aucune communication. Heureusement quand même, lorsque vous amènerez un pion sur le sablier et que vous retournerez le sablier, ce joueur peut crier stop, car dès qu'on va retourner le sablier, immédiatement on a le droit à nouveau de discuter, mais il ne faut plus bouger de pion pendant qu'on discute, et le sable continue à couler dans le sablier. Donc là on peut parler, et puis dès qu'on pense que c'est bon, allez, dès qu'un joueur va bouger un pion, hop, c'est fini à nouveau, on n'a plus le droit de parler jusqu'à la prochaine fois où on retournera un sablier. Alors on ne pourra intervenir aussi que quand un joueur fait une erreur. Si quelqu'un fait une erreur, à ce moment-là, exceptionnellement, on a le droit de dire « Hop, hop, tu t'es trompé », on remet le pion à l'endroit où il était avant que ce joueur fasse l'erreur, mais on n'arrête pas le sablier, il continue à couler, et puis c'est reparti, on ne parle plus à nouveau, et cette fois-ci, il faudra que ce soit le bon joueur qui fasse le mouvement qui était interdit par un joueur en particulier.
Alors attention pour le vortex, hein, dès qu'on aura réussi à voler les objets, il sera interdit de l'utiliser. C'est pourquoi on peut retourner celui qui a la tuile avec un vortex de dessiné dessus, peut la retourner. Au dos, il y a dessiné qu'il n'a pas le droit d'utiliser le vortex, car on fait souvent cette erreur d'utiliser quand même les vortex lorsqu'on n'a plus le droit de le faire sur la dernière manche. Alors, après avoir fait ce premier scénario, vous pourrez passer au scénario numéro 2. On va utiliser les mêmes tuiles, mais on va ajouter 3 tuiles, la tuile 10, la tuile 11 et la tuile 12, qui vont donner des sorties différentes pour chacun des pions. Effectivement, sur le scénario d'initiation, on sort tous par la sortie violette, mais une fois qu'on aura ajouté ces tuiles, chaque joueur, à la fin, chaque pion devra être sorti par la sortie de sa propre couleur. Et comme ça rajoute 3 tuiles à l'intérieur du paquet qu'on aura mélangé, eh bien ça vous fera 3 tuiles supplémentaires qu'il faudra faire apparaître dans le labyrinthe, et donc ça complexifie aussi le jeu. Ensuite, le troisième scénario rajoute encore une petite règle supplémentaire. Les tuiles sont les mêmes, c'est-à-dire une sortie pour chaque joueur, on utilise les tuiles de 1 à 12, mais à chaque fois qu'on va amener le pion et qu'on va retourner le sablier, eh bien on sera obligé de suivre le petit symbole qu'on a collé sur le sablier et qui indique qu'à chaque fois qu'on le retourne, les joueurs devront donner la tuile qui se trouve devant eux aux joueurs qui se trouvent à gauche. Les ordres deviennent donc différents pour chaque joueur, et c'est très compliqué de passer d'ordre qu'on avait à un autre ordre qui change. Et à chaque fois qu'on retourne le sablier, hop, on refera passer ces tuiles à gauche. Le scénario 4 ajoutera encore 2 tuiles au paquet, la tuile 13 et la tuile 14. Et en plus de ça, il va y avoir donc 2 règles supplémentaires pour le nain et pour l'elfe. Effectivement, il va y avoir des petites cloisons orange, comme ceci, qui correspondent donc à la couleur du nain. Et lorsqu'on va placer ces tuiles sur le jeu, eh bien, le nain pourra passer par les petits soupirails qui sont dessinés dans ces murs. Ce sera donc le seul pion qui aura le droit de traverser ces cases-là. Pour l'elfe, à chaque fois qu'il tombera sur une case d'exploration, eh bien, exceptionnellement, on fera le petit symbole qui est là, c'est-à-dire que on pose la tuile d'exploration de l'elfe juste en face, et ensuite on a le droit de parler, mais toujours selon la même règle, pareil que lorsqu'on retourne le sablier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger les pions tant qu'on discute, et dès qu'on a fini de discuter, eh bien, on avance un pion, et dès qu'un pion a bougé, plus personne ne peut parler. Donc voilà, ça rajoute ça, et ce symbole est présent sur toutes les tuiles du jeu, hein, donc ça sera valable pour toutes les autres tuiles aussi, où il y a le symbole d'exploration de l'elfe et ce petit haut-parleur. Pour le scénario 5, on va rajouter la capacité spéciale de la magicienne. Alors, exceptionnellement, cette fois-ci, on ne jouera plus avec la tuile 1A de départ, mais avec la tuile 1B, avant de disposer toujours les 4 pions au milieu au hasard. On ajoutera aussi la tuile 15 qu'on mettra exceptionnellement sur le dessus du paquet de tuiles. C'est-à-dire qu'on va mélanger tout d'abord le paquet de tuiles avec la tuile 15 à part et on mettra la tuile 15 sur le dessus du paquet. Et ce sera donc la première tuile qu'on fera apparaître lors de la première exploration. Alors, sur cette tuile, il y a une case avec représentée une boule de cristal pour la magicienne. Une fois qu'on l'aura fait apparaître, donc par exemple le joueur jaune, paf, a fait apparaître ici, et bien ensuite il faudra réussir à emmener le pion violet jusque sur cette case, et lorsque la magicienne arrivera sur cette case, où il sera, le joueur qui disposera de l'action explorer avec la petite loupe, aura le droit exceptionnellement de prendre une tuile d'exploration pour la placer à n'importe quel endroit qui l'arrange, en respectant toujours la flèche, donc il peut décider de la placer là, même s'il n'y a personne en face, et d'en prendre immédiatement une deuxième pour la placer aussi sur le jeu. Il peut même la mettre à la suite de la première, ou bien la placer à n'importe quel endroit valide, comme ça l'arrange. Attention, dès que cette action est réalisée, en revanche, il faudra mettre un petit jeton hors service dessus. On ne peut le faire qu'une fois dans la partie. Par contre, on peut le faire à n'importe quel moment, donc on peut attendre plus tard dans la partie, que ce soit stratégique, de l'amener pour le faire. Mais comme les joueurs n'ont pas le droit de communiquer, je vous le rappelle, ça va dépendre du bon vouloir du joueur qui a la loupe et de ceux qui amèneront la magicienne à cet endroit-là.
Évidemment, si on emmène un autre pion sur cette case-là, eh bien ça ne sert à rien. Et attention, ce sera une erreur si jamais on le fait, donc il faudra tout remettre en place et peut-être remélanger le paquet si jamais on a tiré des tuiles qu'on n'avait pas le droit de mettre. Donc attention à ne pas vous tromper, c'est bien dessiné en violet cette capacité, car il n'y a que la magicienne qui peut la faire. Ensuite, le scénario 6 va ajouter les capacités spéciales du barbare. Nous ajouterons 2 tuiles encore supplémentaires, la 16 et la 17, ce qui commence à faire beaucoup de tuiles à explorer pour pouvoir parvenir à voler et à s'échapper. Et sur ces tuiles, déjà nous aurons une case de divination pour la magicienne supplémentaire. Donc ça pourrait être sympa, on pourra refaire une deuxième fois, tirer 2 tuiles du jeu pour les placer, heureusement, parce que comme on en rajoute encore, ça devient de plus en plus difficile. Et il y aura aussi des caméras de surveillance. Attention, ces caméras de surveillance, seul le barbare pourra les désactiver. S'il y a une caméra de surveillance, ce n'est pas grave, mais si jamais à un moment donné on fait apparaître une deuxième tuile avec une caméra de surveillance, il nous sera alors interdit de se rendre sur les cases sabliers pour retourner le sablier. Donc attention, s'il nous reste plus beaucoup de temps alors que la deuxième caméra de surveillance apparaît, eh bien il va vite falloir se dépêcher de les désactiver. Et il n'y a que le barbare, comme elles sont dessinées en jaune et qu'il y a le symbole de petite épée, qui pourra aller se rendre sur ces cases-là, et dès qu'il arrive sur une case de caméra, il casse la caméra. Et s'il y a une seule caméra de surveillance, eh bien on peut aller sur les sabliers. Par contre, s'il y en a 2 ou plus qui ne sont pas encore cassés, on ne peut toujours pas se rendre sur ces sabliers. Enfin, le dernier scénario de découverte et qui vous ajoutera les dernières difficultés, va vous ajouter tout simplement la tuile 19 et 18 et 19, qui comporte 2 caméras de sécurité supplémentaires et donc qui rendent le jeu encore plus complexe, car je vous rappelle qu'à partir de 2, on ne peut plus utiliser les sabliers, donc faites attention quand vous faites apparaître des tuiles. Alors, une fois que vous aurez fait ce 7e scénario plusieurs fois et que vous aurez réussi correctement à le faire, vous avez encore 10 scénarios supplémentaires qui sont des grands défis. Effectivement, dans le jeu, vous avez aussi une feuille comme ceci où vous pourrez marquer vos réussites. Si vous réussissez le scénario 8, le scénario 9, etc., et jusqu'au scénario 17. Vous pourrez réaliser chacun de ces scénarios avec un nombre de tuiles différentes, donc comme ceci, en rendant les règles de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on a suivi, et à côté, vous avez une petite case pour marquer le nombre de cases sabliers que vous avez utilisées. Évidemment, si vous arrivez à ne pas toutes les utiliser ou à en utiliser le moins possible, ce sera encore mieux. Donc vous pourrez noter le nom des joueurs qui ont participé et le nombre de sabliers qui ont été utilisés si vous avez réussi le scénario, car si vous n'avez pas réussi, vous ne marquez pas votre nom sur le grand livre des défis. Alors parlons un peu de la version solo du jeu. Alors évidemment vous n'aurez pas besoin de ce pion car vous jouez seul. Vous allez prendre les petites tuiles d'ordre et bien les mélanger pour constituer un paquet de pioches. Une fois que vous serez prêt à débuter, vous lancerez le sablier et vous ne pourrez utiliser qu'une seule main pour faire apparaître la première tuile. Donc top, c'est parti, vite je retourne la première tuile. Oui, je peux faire descendre un pion, allez je fais descendre le vert parce que ça m'arrange pas. Je peux faire descendre d'autres pions si je le souhaite. Donc là j'ai pas réfléchi avant, donc c'est un petit peu idiot. Oui, le jaune, il va falloir qu'il aille sur cette case-là, mais il y a le vert qui le bloque. Ensuite, je peux utiliser un vortex, donc je pourrais dire, tiens, je vais utiliser le vortex pour le vert. Enfin, j'utilise ou non la capacité, et puis je peux la faire plusieurs fois si je le souhaite, jusqu'à ce que je tombe sur les tuiles qui m'arrangent. Donc là, ça m'arrange pas, j'aimerais bien avoir le truc à gauche. Voilà, à gauche, hop, je peux amener celui-là. Du coup, il faut que je fasse une exploration, mais je n'ai pas encore la bonne tuile, car il me faut la tuile où il y a la loupe de représenter. Donc dès qu'on a fini son paquet, on le remet comme ça et puis c'est reparti. Hop, là par exemple je veux aller jusqu'à la loupe absolument. Hop, j'ai trouvé la loupe, ça y est, je peux faire l'option de faire apparaître une tuile et puis ainsi de suite. Attention cependant, à chaque fois que vous allez retourner le sablier en amenant un pion à cet endroit-là, alors il ne faudra pas oublier hop, de mettre le petit marqueur pour indiquer que vous n'aurez plus le droit, vous retournez le sablier et tout de suite vous allez prendre toutes les tuiles et
vite les remélanger avant de les redisposer devant vous en face cachée, et puis hop, de continuer le jeu, mais avec l'ordre des actions qui est différent, car peut-être que vous aurez commencé à le mémoriser. Et du coup, ben voilà, le challenge reste le même, faut amener tous les personnages sur leurs cases respectives, et puis ensuite les faire sortir du labyrinthe. Et croyez-moi, c'est pas simple en faisant ceci, car il faut vite se dépêcher avec une seule main de faire apparaître les actions qu'on a envie d'avoir. Voilà donc pour Magic Maids, vous l'aurez compris, un excellent jeu d'ambiance et de coopération, même si on rigole autour de la table, on n'a pas le droit de faire trop de bruit, mais voilà, il faut se coordonner. Faites attention à prendre une table assez grande, parce que vous pouvez partir un peu dans n'importe quelle direction, donc il faudra bien placer la tuile bien au centre d'une table assez grande, surtout si vous jouez avec beaucoup de tuiles, là vous voyez, ça peut faire quelque chose comme ça. Puis n'oubliez pas qu'on peut jouer jusqu'à 8, mais évidemment, plus vous serez nombreux autour de la table, plus ça risque d'être difficile de se passer les pions pour essayer de faire comprendre aux joueurs ce qu'ils doivent faire, car il ne faut pas que les joueurs s'endorment, et puis surtout qu'ils fassent de bêtises en éloignant les personnages de leurs objectifs, ou en ne réalisant pas les actions susceptibles de faire gagner le groupe. Donc voilà, c'est très speed, c'est très stressant, mais c'est très très sympathique, et ça fait bien rigoler. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règles. Au revoir.